du pied droit. Ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez toujours chaque semaine écouter ce beau petit générique d'intro là. On se fait plaisir, nous, avec de l'opéra dans le Campus Sport Club, une émission qui ne parle pas du tout de musique, qui va vous transporter à travers toute l'actualité sportive de la semaine, comme d'habitude, jusque minuit. Une nouvelle émission du Campus Sport Club, et qui dit nouvelle émission avec Adrien Hauquement, dit la petite flopée de chroniqueurs tout autour de moi. Ils sont beaux, ils sont fringants, ils ont l'air d'avoir encore l'énergie à 23h et quelques minutes. Comment vous allez, messieurs? Tour de table, Raphaël, le doyen, celui qui va devoir encadrer les trois petits nouveaux. Comment tu te sens, toi? Cette petite rentrée là, te fait plaisir? Ouais, écoute, ça fait énormément plaisir de retrouver ce studio, mais également de te retrouver. Oh, c'est gentil. Et de reparler de sport dans le CSC. Ouais, bah évidemment, on va devoir parler de sport. C'est notre mission ce soir. Et à tes côtés, ils sont aussi tout heureux pour l'instant. J'espère que ça va l'être d'ici 55 minutes. Aubin, Thibaut et Malo, comment vous allez tous les trois? Ça va super, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, super content d'être ici et d'intégrer la rédaction. Pareil, les chroniqueurs. Une belle rédaction, comme on dit. Ouais, on commence à être nombreux. Et toi, Malo, t'es... Pareil, moi aussi très content, très honoré et très fier de faire. Non, il faut que moi je veux quelqu'un de malheureux un jour. Je veux quelqu'un qui se dise je suis déprimé de venir dans ici. Dans ce studio-là, on est toujours très content. Non, bien sûr que non. Sport, ouais. Raph, c'était quand ta dernière fois? Ma dernière fois, c'était en mars, je crois, ou avril. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps là? Depuis ce temps, tu m'as je suis en vacances. Non. Et dis la vérité, tu m'as fui. J'en avais marre en fait du sport. J'ai eu mon trop. T'as fait un burn-out de ça. Bah, alors j'espère que t'as passé un bel été. En tout cas, je vais me tourner au chroniqueur face à toi. On va pouvoir démarrer cette émission comme d'habitude avec les résultats. Mais avant ça, évidemment, jingle. Foot, tennis, cyclisme, tous les résultats sont dans le Campus Sport Club. Cette voix-là, elle va avoir son petit effet. Je te préviens, si tu relayes après l'épisode qui sera dispo, je le rappelle, tous les mercredis matins dès 10h sur les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, là tu peux avoir 2-3 fans là-dessus. Raph est pas mal aussi, mais t'as encore une gamme au-dessus dans les graves, Malo. Malo, il y avait du football ce soir, pas Ligue des Champions, on attendra la semaine prochaine pour ça, mais il y avait trêve internationale et qualification pour le prochain mondial. Et oui, commençons ces résultats par une page de football international. L'exploit de la semaine est signé par les Cap-Verdiens grâce à leur victoire 3-0 face à l'Eswatini. Ce petit pays de seulement 500 000 habitants va disputer sa première Coupe du Monde l'année prochaine aux États-Unis. Ce succès qui concrétise une belle campagne de qualification s'est réalisé grâce à des buts de Rocha Livramento, Stopira et du natif de Montfermeil dans le 93, Willy Semedo. Le Cap-Vert finit premier de ce groupe D devant le quintuple champion continental qu'est le Cameroun. Toujours en Afrique, car le Ghana, la Côte d'Ivoire ainsi que le Sénégal valident leur ticket pour les États-Unis, les Black Stars du Ghana grâce à une victoire 1-0 contre les Comores, les éléphants ivoiriens grâce à une victoire 3-0 face au Kenya, et enfin les Lions du Sénégal 4-0 face à la Mauritanie.
Oui, mais dans tout ça, l'équipe de France, Malo, tu l'as pas oublié, j'espère. Non, sûrement pas. Notre très chère équipe de France qui a disputé 2 matchs durant cette trêve. Commençons donc par le plus récent et le match nul 2-2, accroché par une valeureuse équipe islandaise. Et contre toute attente, ce sont les Islandais qui ouvrent le score un peu avant la mi-temps, à la 39e minute, par Viktor Palsson, sur une action assez litigieuse. Didier Deschamps a d'ailleurs critiqué l'arbitrage. Ensuite, c'est le Milanais Christopher Nkunku qui vient inscrire un but sublime à la 63e minute. L'ancien Parisien inscrit son second but sous les couleurs tricolores, vient à la 64e minute et Marnez Sakliouche dépose un caviar pour l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, qui lui ouvre son compteur en bleu pour sa première titularisation. Enfin, à la 70e minute, Linson vient inscrire le but de l'égalisation. Les deux équipes se séparent sur un score nul, 2 buts partout. Et pourtant, ce rassemblement avait plutôt bien commencé vendredi dernier contre l'Azerbaïdjan. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-0 au Parc des Princes sur une sublime ouverture du score de Kylian Mbappé dans le temps additionnel de la première mi-temps. Le second but est inscrit par le Milanais Adrien Rabiot à la 69e minute. Enfin, la belle histoire, celle de Florian Thauvin, le Lensois, qui inscrit le but du 3-0 sur une sublime demi-volée, 6 ans après sa dernière sélection en bleu. Le bémol, parce qu'on a toujours un, Kylian Mbappé qui sort sur une blessure en fin de match après avoir reçu un coup à la cheville droite. Rien de grave selon les dernières informations de Marca. Et enfin, un petit point classement, car malgré la contre-performance française en Islande, les hommes de Didier Deschamps pointent tout de même en tête de ce groupe D avec 10 points. Juste derrière, on retrouve l'Ukraine avec 7 points. Les Islandais, eux, occupent la 3e place avec 4 points et la dernière place est occupée par l'Azerbaïdjan qui n'a qu'un seul petit point. Et on reviendra plus tard dans l'émission sur les performances des Bleus. Ce sera le débat tout à l'heure aux alentours de 23h35. Restez branchés donc pour nous entendre critiquer avec d'autres bémols. Peut-être à souligner de ce rassemblement. Il y avait aussi des matchs d'autres équipes de France. D'autres équipes de France, oui. Et cette fois-ci, du coup, l'équipe de France Espoir, parce que les Bleus ont fait carton plein contre l'Estonie hier après une démonstration de force aux îles Féroé 3 jours plus tôt, ce qui les met dans de parfaites conditions à l'entame des qualifications pour l'Euro. Face à l'Estonie, la victoire 6-1 s'est dessinée grâce à des buts de Matistel, le Rennais Diawy Cissé et 2 doublés. Le premier de la part de l'ancien Lorientais, Junior Elie Kroupi, et le second signé Wilson Odobert. Face aux îles Féroé, les hommes de Gérald Baticle ont remporté cette partie 6-0. Odobert, Matistel, le Toulousain Métalli à 2 reprises et le Lillois Ayoub Boadi ont permis aux Bleuets de prendre ces 3 points. Les Bleuets sont pour le moment second de ce groupe de qualification avec 6 points. 3 points, juste 3 points derrière les îles Féroé qui ont eux 9 points, mais avec 2 matchs en plus. Et la belle paire française en football de la semaine, ce sont nos U20 qui se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement au Chili. Cette demi-finale est permise grâce à un succès hier 2-1 contre la Norvège grâce à un doublé du jeune joueur de Neom, ancien monégasque Simon Boisbré. Et jeudi dernier, ces mêmes jeunes Français, au forceps, se sont imposés face au Japon à 1-0 grâce à un but inscrit à la 120e minute par le monégasque Lucas Michal sur penalty. Les hommes de Bernard Diomède affronteront le Maroc en demi-finale qui se sont eux qualifiés après avoir battu les États-Unis 3-1. J'en profite, petit tour de table pour clore ce chapitre football. Quelle équipe de France vous hype le plus ? Les A, les Espoirs ou les U20 en ce moment ? Les U20, complètement. Les U20, tu suis un peu le parcours des U20 ? Parce que j'avais suivi le tournoi de Toulon cet été. Et donc je connais un peu certains joueurs et même je me mets en fait à leur place étant donné que j'ai leur âge. On a leur âge. J'ai cru que t'allais rajouter et que j'ai eu la chance d'aller jusqu'à aussi un mondial 20 à mon époque. Non, je pense qu'ils peuvent clairement aller chercher la coupe. Et c'est aussi à mettre en relief avec une équipe de France A qui donne pas forcément envie et qui surtout joue des équipes inconnues. Oui. En tout cas, les nations les connaît, mais les joueurs pas forcément. Et les espoirs aussi, j'aime bien. Mais pareil, c'est des qualifications. Oui. On n'est pas à un stade. Là, on est dans une vraie compétition avec enjeu, donc ça stimule un peu plus. Thibaut, Aubin, vous suivez aussi cet avis ? Moi, je suis d'accord un petit peu avec Raph. Avec toi, avec Raph. Pour moi, l'équipe de France Espoir donne de l'espoir justement pour l'équipe de France poète au futur, voilà. Et donc oui, je suis vraiment d'accord. Elle me hype beaucoup plus parce que on voit que déjà ils font un très très beau parcours. Ils sont actuellement en demi-finale, il me semble. Et puis pareil, l'équipe de France, on voit qu'ils jouent énormément sur la retenue. On voit une équipe de France, je pense qu'on va en parler aussi dans le débat. C'est une équipe de France qui donne pas forcément envie
qui crée pas énormément de jeux. Donc oui, je suis beaucoup plus hypé en ce moment par l'équipe de France U20 que celle que l'équipe A. N'en disons pas trop, Aubin. Gardons un peu le secret quand même, faut garder un peu les gens. On change complètement d'horizon, de discipline, Malo. On part sur du ping-pong. Et oui, changeons de sport, mais restons avec notre chère équipe de France, car elle brille de mille feux depuis dimanche et le début des championnats d'Europe de tennis de table. Après une victoire 3-1 contre l'Espagne, cette équipe de France, menée par les frères Lebrun et la jeune pousse nordiste, née en 2008, Fabien Coton, s'est imposée hier 3-0 face à la Hongrie. Félix Lebrun s'est imposé 3-7-1 contre Saba Andras, Son frère Alexis s'est imposé 3-0 contre David Santosi. Et Simon Gauzy, qui était le seul Français à avoir perdu un match contre les Espagnols ce dimanche, s'est imposé hier 3-0 contre Balázs Lay. Ensuite, la contre-perf, c'est les filles qui, après s'être inclinées en ouverture face aux Pays-Bas 3-2 ce dimanche, se sont faites balayer hier 3-0 par l'Espagne. Celles qui restaient sur 3 médailles de bronze de suite dans le championnat d'Europe ont pris un mauvais départ avec Jianan Yuan qui s'est écroulée alors qu'elle menait 6-4 dans la manche décisive face à Maria Xiao. Mais malgré une belle résistance, Camille Lutz a également cédé lors du match suivant contre Maria Bersosa, précipitant la chute française. On se dirige du côté de Shanghai où c'est une victoire à moitié française qui nous satisfait. Et oui, une petite page sur le tennis, car l'exploit du week-end est signé Valentin Vachereau. Celui qui est issu des qualifications s'est imposé contre Arthur Rinderknecht, donc dans une finale assez serrée, un premier set pourtant remporté du coup par le Français 6-4. Finalement, le monégasque Valentin Vachereau qui s'impose en gagnant les 2 derniers sets 6-3. Donc après avoir vaincu des pionniers du circuit comme Alexander Bublik en 32e de finale ou Holger Rune en quart de finale, le monégasque s'est imposé 2-7-0 contre la légende Novak Djokovic. Ce parcours a permis au monégasque une cousinade en finale du Master 1000 de Shanghai contre le français Arthur Rinderknecht, qui lui-même avait éliminé des top joueurs comme Zverev en 16e, Auger-Aliassime en quart et Medvedev en demi. Valentin Vachereau a déroulé son tennis lors du 3e set, 16 points gagnés sur 18 dans le 3e set, ont donné l'impression que Rinderknecht était impuissant face à la puissance de Vachereau. Le monégasque est devenu le premier joueur issu de la principauté à remporter un tournoi ATP, mais aussi le joueur le plus mal classé à remporter un Master 1000. Cette performance a permis à Vachereau de bondir de la 204e place à la 40e place au classement ATP. Une autre finale se déroulait en Chine, à Wuhan. Elle opposait Coco Gauff à Jessica Pegula. C'est Coco Gauff qui a su imposer son tennis et gagner ce match en 2-7, 6-4, 6-7-5. Coco Gauff a brisé la malédiction après ses défaites au WTA 1000 de Rome et de Madrid. Elle confirme malgré tout une année 2025 historique pour la joueuse américaine qui remporte le WTA 1000 de Wuhan après avoir déjà remporté pour la première fois Roland-Garros en juin. L'américaine consolide sa 3e place au mondial, au WTA, et Pegula grappille un rang passant de la 6e à la 5e place. Elle est quand même magnifique cette histoire entre cousins là, de ce Masters 1000 de Shanghai. J'ai rarement été autant hypé en me projetant sur un tournoi. Où dès les quarts, dès les 8e, j'ai été à dire je rêve de ça et le rêve s'exauce au fur et à mesure. Est-ce que pour certains, ceux qui sont peut-être plus sueurs du tennis, vous avez vécu ce genre d'émotion aussi ou peut-être même regarder la finale tout simplement et vu les émotions lors de cet événement? J'avouerai que je suis pas du tout le tennis, mais quand j'ai vu que Sinner avait été sorti par un joueur assez mal classé, je me suis dit que ce tournoi, il y avait des conditions, il me semble, assez dures, il faisait très chaud. Donc je me suis dit que il y aura peut-être des joueurs qui seront plus avantagés et d'autres désavantagés. Et c'est vrai que c'est Vachereau qui a sorti Djokovic. Je me suis dit que là, c'était pas juste une question que il y avait que la chaleur qui jouait, il y avait aussi le niveau de jeu qui était très bon. Aussi. Oui, Vachereau a été impeccable, en témoignent les statistiques sorties par Malo lors de la finale. Ici, Arthur Rinderknecht, qui aurait pu être le premier Français depuis 2014 à remporter un Masters 1000, est-ce qu'on l'a pas aussi un peu en travers de la gorge en tant que chauvin? Ou ça vous fait ni chaud ni froid au bain et Raph? Un petit peu quand même. Allez. Un petit peu quand on se dit qu'on voit le parcours d'Arthur Rinderknecht, on voit que il est en pleine montée en ce moment, on se dit pourquoi pas. Après Vachereau, voilà, c'est son cousin. On voit on a vu que sur le podium, il y avait quand même une certaine complicité. Ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de perdants, il n'y aura que 2 gagnants. Voilà. Bon, donc, après, nous, personnellement, voilà. sur la feuille de stats, on sait que c'est un monégasque qui gagne. C'est pas... Il n'a pas le drapeau français, c'est ça qui est dommage. Voilà. Il est franco-monégasque.
mais on peut pas le changer. Toi, Raphaël. Bah ouais, l'histoire retiendra que c'est Nismat le moins bien classé qui gagne un ATP 1000 contre un Français. Donc c'est un peu dommage pour notre pays, mais bon, Vachereau et franco-monégasque aussi, on peut dire que c'est une légère victoire. C'est 50%. Ouais. On l'apprend pour nous. Là, en l'occurrence, on part du côté de l'Italie, mon cher Malo. Les Français n'avaient aucune chance, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et oui, commençons cette page cyclisme par la victoire de Tadej Pogačar au Tour de Lombardie. Le Slovène remporte son 5e Tour de Lombardie d'affilée et égale l'Italien Fausto Coppi, qui lui les a remportés en 1946, 47, 48, 49 et en 1954. Ah, je m'en rappelle. J'étais devant mon téléviseur. Pogačar s'empare donc de son 3e monument de la saison. Après le Tour des Flandres et le Liège-Bastogne-Liège, il est également monté sur le podium de tous les monuments la même année, ce qu'aucun coureur n'avait réussi avant lui. Comme aux mondiaux et au championnat d'Europe, Remco Evenepoel a dû se satisfaire de la 2e place. L'Australien Michael Storer complète le podium derrière le Slovène et le Belge. Enfin, un petit mot du Paris-Tour qui s'est conclu ce dimanche par une victoire de Matteo Trentin. L'Italien remporte pour la 3e fois cette course contre toute attente, car cette épreuve a globalement été dominée par les Français Paul Lapera et Thibaut Gruel, en tête pendant 36 km. Finalement, le duo est repris sur la dernière ligne par un groupe de contre-attaquants dont Matteo Trentin fut le plus rapide au sprint. Et un petit mot de sport féminin aussi, et place à des nordistes. Oui, on ouvrons une petite page rugby féminin avec l'élite 1 et le résultat du stade Villeneuvois. Les nordistes se sont déplacés à Romagna pour disputer cette première journée et se sont fait écraser 49-7. Une défaite claire, nette et sans bavure qui relègue les Villeneuvoises à la dernière place d'élite 1 à l'issue de cette première journée de championnat. A contrario, les Romagnatoises pointent en tête de ce classement grâce à cette large victoire. Marchand de rêve en grand bassin, marchand de rêve presque en petit bassin. On se dirige du côté de la natation. Oui, maintenant de la natation, car Léon Marchand a lancé sa saison en petit bassin ce week-end à Carmel dans l'Ouest américain. Le quadruple champion du monde a brisé un record en France sur le 200 mètres brasse, record qu'il détenait déjà, mais a néanmoins achevé ses 3 jours à Carmel sans victoire. Le Français a fini 2e ce dimanche sur le 200 mètres derrière son partenaire d'entraînement à Austin, Shane Casas, après avoir devancé vendredi sur le 200 mètres d'eau Hubert Kos. Sa moins bonne performance reste sa 3e place au 400 mètres nage libre, derrière les Américains Samuel Short qui finit second et Carlton Foster qui remporte cette course. Et on finira par un changement de décor complet. On passe des grands bassins au désert aride du Maroc. Ensuite, un petit mot de la 2e étape du Rallye Raid qui s'est déroulée aujourd'hui sur 304 km autour d'Erfoud dans l'Est marocain. Cette étape a été remportée aujourd'hui par Nasser El Attiyah, le Qatarien septuple champion du Rallye Raid marocain. Elle s'est illustrée en se présentant sur la ligne d'arrivée avec 10 secondes d'avance sur l'Espagnol Nani Roma. Pour trouver la trace de Sébastien Loeb sur cette étape, il faut descendre à la 7e place. Mais le résultat du Français doit être replacé dans son contexte, notamment celui de sa position de départ. Le pilote Dacia, vainqueur la veille, a dû ouvrir la piste et il a bien relevé le défi puisqu'il n'a pas été rattrapé. Au classement général, Roma mène donc la danse avec 47 secondes d'avance sur Moraes, João Ferreira, qui occupe lui la 3e place, tandis que Loeb se retrouve 5e à 4 minutes 03 et El Attiyah occupe la 8e position à 11 minutes 38 secondes. Merci Malo pour ce tour des résultats. On va pouvoir marquer une première petite coupure musicale. Je suis allé me caresser les méninges. Raphaël, on sait quelque chose l'an dernier. J'aime bien trouver des liants dans les musiques du soir. Je vais vous proposer l'Aziza de Daniel Balavoine pour 2 raisons. Attention. 1, on est sur le rallye du Maroc, on se rappelle Paris-Dakar et ce terrible accident qui avait coûté la vie en hélico sur une course aussi de rallye à notre cher Balavoine. Et puis parce que l'Aziza, c'était le top 1 en France en mars 86, c'était la dernière fois qu'un Lensois avait marqué en équipe de France. Petite dédicace à Flotov. Et ouais, ça remonte. C'était qui le Lensois ? C'était Philippe Vercruis contre l'Argentine. Et c'était déjà au Parc des Princes. Elle a recherché l'info là. Elle est recherchée parce que j'ai écrit l'article pour La Voix du Nord. Allez, on se retrouve dans un très court instant, l'Aziza, et juste après la suite du CSC. Autour de moi.
La Ziza là sur Radio Campus à l'instant avec notre cher Daniel Balavoine. Mais nous on est de retour pour parler sport. Daniel, faut nous laisser tranquille maintenant. On va pouvoir poursuivre cette émission du Campus Sport Club. Vous êtes bien en direct sur Radio Campus Lille 106,6. Il est bientôt 23h23. Ça ne s'invente pas. On est clinique ici. On va pouvoir avancer après les résultats du cher Malo. Place aux news, des news proposées ce soir par Thibaut juste après le jingle. De Zinedine Zidane à Kevin Vauquelin, retour sur les actualités sportives de la semaine. Oui, on va pouvoir aborder pas mal d'aspects pendant ces news et surtout et avant tout le divin chauve français qui a pris la parole, Thibaut, et c'est très intéressant en vue de 2026. Oui, c'est un secret de polichinelle depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Zinedine Zidane veut devenir sélectionneur de l'équipe de France. Le champion du monde 98 a révélé cette volonté au Festival dello Sport en Italie ce week-end. Il a déclaré que l'un de ses objectifs est d'entraîner l'équipe de France. Pour rappel, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après le mondial 2026, laissant la porte grande ouverte à Zizou. L'ancien joueur de la Juve a entraîné un seul club, mais pas n'importe lequel. C'est le Real Madrid de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021. Avec la Casablanca, il a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée lors de son premier passage. Le second a été un peu plus compliqué, avec seulement une Liga glanée en 2020. Malgré ce trou dans sa carrière, le banc des Bleus lui semble promis, car la concurrence est faible. Hormis le nom de Zidane, seuls ceux de Thierry Henry ou Laurent Blanc sont évoqués pour reprendre le flambeau l'été prochain. Un petit tour sur les pistes avec un nordiste qui est dans une très short list et qui pourrait être récompensé. Oui, le récent champion du monde du 10 000 mètres à Tokyo, Jimmy Gressier, a été nommé pour le titre de meilleur athlète sur piste de l'année. Une récompense attribuée par World Athletics, la fédération internationale de l'athlétisme. En plus de son sacre mondial assez surprise, le nordiste s'est illustré en remportant une médaille de bronze sur le 5000 mètres, ainsi que il a remporté le 3000 mètres de la Ligue de Diamant, qui est donc le point final de la saison, avec les meilleurs athlètes classés tout au long de l'année sur les précédentes épreuves. Les autres nominés pour le titre sont le Kenyan Emmanuel Wanyoni, sacré sur le 800 mètres au JO de Paris 2024 et à Tokyo cette année. Les Américains Noah Lyles, champion olympique du 100 mètres et double champion du monde du 200 mètres et du 4x100 mètres en 2025. Ray Benjamin, champion du monde 2025 en 400 mètres et champion olympique du 4x400 en 2024, ainsi que Cordell Tinch, sacré sur le 110 mètres et cette année. Du côté des femmes, les nominés ont également été révélés hier. Les deux Américaines Melissa Jefferson Wooden et Sydney Laughlin Levon sont les grandes favorites. La première a été sacrée sur le 100 mètres, le 200 mètres et le 4x100 mètres, tandis que la seconde a été titrée sur le 400 mètres et 4x400 mètres cette année à Tokyo. Parmi les nominés, il y a également les deux Kenyanes Beatrice Chebet et Faith Kipyegon, toutes deux sacrées aux JO de Paris 2024 et aux Mondiaux de Tokyo 2025. Chebet a remporté ses deux titres sur 5000 mètres et 10 000 mètres, tandis que Kipyegon a obtenu ses titres sur 1500 mètres. Enfin, la néerlandaise Femke Bol est nommée à la suite de son sacre en 400 mètres et elle a par ailleurs annoncé qu'elle se convertit aux 800 mètres en vue des prochains JO à Los Angeles en 2028. Si voir Jimmy Gressier nommé est une certaine surprise, il faut désormais compter sur les fans pour le désigner meilleur athlète. Les votes sont ouverts sur les réseaux sociaux de World Athletics, donc X, Facebook et Instagram, jusqu'à dimanche soir. Rendez-vous le 2 novembre pour connaître le nom des deux finalistes, hommes, femmes, et plus tard dans le mois pour connaître les lauréats de ces titres. J'en profite du coup, si vous deviez voter, est-ce que vous auriez un certain penchant? Jimmy Gressier, est-ce qu'on joue la carte Jimmy Gressier? Ou est-ce que les Américains ou le Kenyan vous font de l'œil ici? Raph avait l'air d'acquiescer de la tête. Ouais. Forcément, sur une radio nordiste, on ne peut que dire... c'est bien, tu gardes ton poste. C'est bon, tu as compris l'appel de phare. Non, sérieusement, Jimmy Gressier? Franchement, je pense qu'il mérite, parce que c'est une grosse performance, notamment étant donné que c'est un des premiers Européens à gagner le 10 000 mètres. Oui. Et donc, c'est une bonne performance, surtout qu'il est réédite en montant sur le podium du 5000 dans la semaine. Et donc, franchement, c'était quelque chose d'assez historique pour nous.
Est-ce que ici, Malo, Aubin, le fait qu'il y ait 3 Américains, est-ce que ça peut pas aussi jouer en sa faveur si les votes se partagent un peu comme au Ballon d'Or où on peut perdre un peu les gens à partager un peu trop, à disperser un peu trop les votes. Jimmy Gressier fait un sprint digne de son finish du 10 000 mètres et l'emporterait. Est-ce que vous y croyez, vous? J'espère en tout cas en tant que toi aussi tu gardes ton poste. J'espère en tant que bon chauvin, en tant que bon français, que Jimmy Gressier va réussir à sortir un petit peu la carte européenne sur ce panel un peu américain. Donc oui, j'espère beaucoup, d'autant plus qu'il est nordiste plutôt, et qu'il soit le seul à avoir eu une médaille au championnat du monde. Donc oui, j'espère vraiment. Et pour les femmes, j'étais quasi certain aussi que la sprinteuse Melissa Jefferson-Wooden ou la spécialiste du 400 ou 400 et notre Sydney McLaughlin-Levrand qui est passée à vraiment pas grand-chose de créer, de faire réaliser la performance du siècle presque, était grande favorite. Et puis non, c'est sans oublier aussi que derrière on a des doubles titrés JO mondiaux sur des distances de double fond. Parce que là aussi, vous préférez les sprinteuses aux athlètes de demi-fond. Thibaut, est-ce que tu avais un avis là-dessus d'ailleurs? Honnêtement, je suis absolument pas de l'athlétisme, mais je pense que je préférerais récompenser les demi-fonds. Je trouve que c'est un effort qui est un peu plus loin, un peu plus compliqué selon moi, mais après on peut pas comparer à 100 mètres et un 1500. Déjà que là, on parle de meilleurs athlètes sur piste, puisque je prends mon petit accent américain. En athlétisme, on parle de track and field. On est sur les athlètes track. Ici, il y aura aussi la sélection la semaine prochaine des athlètes field. On parle des sauts, notamment. Donc, pas de souci pour Duplantis ou ces gens comme ça. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas été oubliés par la Fédération internationale. Mais tu récompenserais plutôt le demi-fond. C'est vrai que elle mérite tout autant. Je pense que ça va être beaucoup plus partagé chez les femmes. Il y a vraiment 2 teams là où non, on peut espérer quand même. Allez, on y croit quand même, Jimmy Gressier. Très souvent, on retient plus facilement les sportifs qui font du 100 mètres ou du 200 mètres parce que, en tout cas, au JO, c'est vraiment l'épreuve phare et aussi quand on connaît les sportifs, ceux qui sont le plus connus, globalement et dans la planète, c'est ceux qui font des 100 mètres, comme Noah Lyles. C'est beaucoup plus télégénique. Enfin, tu as juste à rester 15 secondes devant ton écran et tu t'en prends plein la tronche. Et t'es à regarder au millième, au centième près de voir si les records sont titillés, sont battus. Sydney McLaughlin nous l'a fait longtemps croire là pendant ces mondiaux. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on retient mieux ces noms-là. Peut-être qu'injustement le demi-fond va. Je suis désolé pour vous, Aubin et Thibaut. Peut-être que les demi-fondeuses vont subir ça et Femke Bol reste quand même pas mal, mais peut-être encore derrière. Cette année en tout cas, pour ce qui est de cette saison-là, elle reste un peu en retrait. On verra sur 800 mètres d'ici 2028. Alors là, peut-être. La grande surprise, sait-on jamais. On poursuit ces news, Thibaut. On va finir avec un volet cyclisme en 2 temps. Et d'abord, il est question de propos bien sympas d'un jeune prodige français. Et oui, Paul Sexas, le prodige français, s'est confié hier lors d'une rencontre avec des abonnés du journal L'Équipe. Le récent médaillé de bronze des championnats d'Europe a confié ses ambitions qui peuvent donner le vertige. Le coureur de décathlon AG2R a affirmé que son plus grand rêve était de gagner le Tour de France. Il a un peu enfoncé une porte ouverte. Alors, pas dès l'année prochaine, puisqu'il ne veut pas griller des étapes selon ses termes, malgré son talent qui est plus que confirmé. Le vainqueur du Tour de l'Avenir cette année veut réduire l'écart avec les monstres Tadej Pogačar et Remco Evenepoel et veut les battre à leur meilleur niveau et surtout pas attendre leur déclin. Il a également déclaré que le monument qui l'intéressait le plus pour 2026 était Liège-Bastogne-Liège. Il a par ailleurs clamé son amour pour les classiques et indiqué qu'il ne mettrait ni celle-ci ni les grands tours de côté dans sa carrière. L'an prochain, Paul Sexas démarrera sa 2e saison dans le peloton professionnel au sein de la même équipe qui deviendra Decathlon CMA-CGM. Et un autre Français, enfin, pour finir, toujours en cyclisme, qui a signé, lui, dans une plus grosse cylindrée. Oui, c'était annoncé depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Kevin Vauquelin portera le maillot d'Ineos Grenadier à compter de la saison 2026. Le Normand a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe britannique. 7e du dernier Tour de France, il quitte la formation bretonne Arkea BNB Hotel, qui est sur le point de disparaître faute de repreneur. Le polyvalent français change donc de dimension et rejoint une équipe multiple vainqueur de Grand Tour. La révélation des 2 derniers Tours de France a confié à l'équipe qui voulait se découvrir à 100%
et que Ineos sonnait bien en termes de performance. Il réalise aussi un rêve de gosse, lui qui était fan de la formation Sky de la grande époque, qui a donné naissance à Ineos en 2019, avec des noms tels que Chris Froome ou encore Geraint Thomas. Après une victoire d'étape sur le Tour de France 2024 et son top 10 cette année, le Français cherchera à améliorer ses performances afin de remporter des étapes de Grand Tour ou des classiques. On leur souhaite tout le meilleur en 2026. Merci Thibaut pour ce tour de l'actualité dans les news. C'est vrai que Paul Sexas, d'abord Liège-Bastogne-Liège, lui qui a brillé en espoir et en junior, il avouait que forcément ça aide. Il aime bien ce monument et on le verra normalement d'ici quelques années sur les pavés de Paris-Roubaix. Il dit aimer les pavés. Je pense qu'il ne va pas tarder à y venir. En tout cas, il est temps d'aborder en ce milieu d'émission. J'avais annoncé 35, tu vois, on est 33. On est un peu en avance même pour parler du débat du soir. On va se reconcentrer un petit peu, on retourne un peu dans le temps sur ce rassemblement de l'équipe de France. Tout simplement, le petit débat du soir, c'est détailler un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé de ces deux matchs et même de ce rassemblement dans sa globalité. Tu parlais, Malo, je te tends la perche le premier, d'un petit bémol qui a intervenu à la fin du premier match, entre les deux matchs, c'est le départ sur blessure de Kylian Mbappé. À ton avis, en quoi ça a posé problème et en quoi ça a pu impacter le groupe? Déjà Kylian Mbappé, on sait que c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est même du le monde. meilleur. Ça c'est un autre débat. Non, Mais non, je rigole. En tout cas, c'est le meilleur français, ça c'est sûr depuis le début de la saison. Même en club au Real Madrid, il fait des débuts stratosphériques. Même statistiquement, on le dénote. Après. Ouais, je pense que oui, forcément, du coup, du fait que soit le meilleur joueur du monde, le meilleur français depuis le début de la saison en club, et sur cette dynamique, et même face à l'Azerbaïdjan, les premiers matchs, la première mi-temps on s'est un peu ennuyé finalement, après, comme souvent avec l'équipe de France de Didier Deschamps, mais c'est toujours lui qui appuie sur l'interrupteur et qui allume la lumière, et qui, on ne sait trop comment, dribble un, deux joueurs, fait une passe à Ekitike, 1-1-2, et puis fait une frappe, petit filet opposé et qui vient débloquer un peu ce match qui était justement un peu bloqué. Donc forcément, ça a manqué dans le second match. Voilà, c'est sûr quand t'as Mbappé d'un côté et puis au second match t'as plutôt des joueurs comme Florent, avec tout le respect, hein, comme Florent Thauvin ou avec tout le respect encore Jean-Philippe Mateta que j'aime beaucoup par ailleurs, mais dans un autre style et c'est plus compliqué forcément. Oui. Bon, elle s'est fait sentir et c'est jamais bon signe quand un joueur prend autant de place dans une équipe. Surtout du point de vue offensif, qui est quand même un des points on est du genre à pointer ces dernières années. Justement, Kylian Mbappé, qui est en excellente forme, pas que sur ce rassemblement, on peut même évoquer tout le début de saison et le précédent rassemblement. Est-ce que ça, c'est quand même un des super bons points, ce match contre l'Azerbaïdjan, et de voir un capitaine qui, sur le terrain, porte l'équipe aussi derrière lui? Est-ce que c'est ce que vous attendiez de Kylian Mbappé? Ou est-ce que peut-être certains vont être un peu plus réticents, ils vont dire qu'il en fait encore trop? Je peux en parler un petit peu. Alors non, pas toi. D'accord. Vas-y, dis-moi. je me tais. Non. Ce que je disais, ce que je me disais aussi dans ma tête, c'est que Kylian Mbappé, c'est sûr, il fait le taf pour le coup au sein de l'équipe de France. C'est un bon capitaine. Il joue, il est là, il est présent. Alors dans certains. Mon capitaine, je sais pas. Je te laisse continuer. Mais oui. Ça dépend. C'est un bon joueur, ça mais dépend ce pas... que chacun attend d'un capitaine. C'est vrai que voilà, c'est pour ça on peut essayer d'argumenter. Toi, vas-y, dis-nous tout. Moi, c'est vrai que j'ai vu le match donc de l'Azerbaïdjan et de l'Islande, et je trouve qu'il manquait quelqu'un pendant le match face à l'Islande, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui ose dans cette équipe de France. Et on n'en trouvait pas pendant le match face à l'Islande. C'est pour ça que pour beaucoup on s'est ennuyé. Alors on s'est pas mal ennuyé aussi sur le match de l'Azerbaïdjan, mais je trouve que voilà, il manquait un peu de création offensive sur le match de l'Islande. Je sais pas si tu peux rajouter un petit peu. C'est vrai que alors après il y a eu l'entrée de Marc Nassar-Kliouch qui a un peu débloqué la situation contre l'Islande, mais que ce soit contre et pourtant les défenses à mon avis elles sont similaires entre l'Azerbaïdjan et l'Islande, je veux dire le niveau, mais ça c'était un peu criant le manque d'offensif lors des deux matchs. Faut aussi rappeler que oui, il y a Mbappé qui s'est blessé, il y a aussi Adrien Rabiot et Ibou Konaté qui qui ont pas pu jouer. Oui, il y a eu beaucoup d'absents déjà de manière générale avant sur le plan rassemblement offensif. effectivement. Il y a beaucoup d'attaquants surtout. Ouais. Mais c'est sûr que c'est bête à dire, mais du coup ça a permis à Deschamps de faire on va dire une revue d'effectifs et d'appeler des joueurs qui soit n'ont jamais été appelés comme Mateta, soit qui font des retours comme Florent Thauvin, et ça c'est un point qui je trouve que c'est une belle histoire en fait d'avoir vu Mateta
à 28 ans intégré l'équipe de France et Florent Thauvin 6 ans après le retour du néo-lensois. On a aimé la sélection de Jean-Philippe Mateta. C'est vrai que ça laisse présager certaines choses et ça peut aussi rappeler certains épisodes passés où des joueurs aussi méritants ou performants, peut-être un certain Alexandre Lacazette, des noms qui circulent souvent comme ça, auraient pu quand même être appelés à un moment donné, forcément. Mais tant mieux que ça soit toujours possible aux yeux de Deschamps, aussi à rappeler toute cette j'ai épidémie, pas du tout, mais cette pénurie offensive qu'on a connue, sans qu'il y ait Mbappé à mi-chemin, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola. On a eu aussi Ryan Cherki, ne pas oublier, qui quand même s'est installé dans cette équipe de France depuis quelques mois. On parlait de création avec Aubin, Thibaut, Michael Olise, pourtant titularisé 2 fois en numéro 10. Toi, est-ce que tu as eu un retour là-dessus? Est-ce que tu as trouvé qu'il a été au niveau? Pas du tout. Honnêtement, à chaque fois, les 2 matchs. Bam. Tu vois, je vais te faire comme dans l'équipe de soir avec le c'est Soundbox. KO. Dis-nous tout. Il a été assez brouillon. Contre l'Azerbaïdjan, je comprends que Mbappé l'est un peu éclipsé, mais face à l'Islande, pour moi, il aurait vraiment dû prendre ce rôle de créateur, de celui qui est là à la première passe. Un numéro 10, ouais. De numéro 10, voilà. Ouais. Son rôle. Même pourquoi pas d'ailier, essayer de mettre Thauvin derrière l'attaquant, mais en fait, on avait l'impression qu'il n'arrivait pas à se mettre dans le système de jeu, qu'il assumait difficilement les rôles, que c'était même assez brouillon. Et en fait, globalement, moi, je retiens Olise, mais en soi, globalement, en termes d'équipe, ça n'a pas été spécialement convaincant. C'est-à-dire que face à l'Islande, on fait quand même 70% de possession, et au final, on met que 2 buts qui sont à chaque fois sur des situations plus ou moins de contre où finalement on les prend de vitesse. Donc je trouve ça assez dommage. Oui, il y a toujours ce souci avec les blocs bas où est-ce que, je sais pas si vous regardez d'autres sélections européennes, peut-être aussi des sélections annoncées favorites pour la Coupe du Monde, même quand elles affrontent des équipes qui ont peur d'elles, qui jouent en bloc bas, elles arrivent souvent, j'ai l'impression, dans le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, à marquer ces buts parfois, et à tout de suite montrer que ils pourront rien. Nous, j'ai l'impression qu'on est encore trop attentiste à tourner autour. On n'a pas comme vous disiez, ce créateur, ces joueurs qui vont marquer et qui vont créer tout de suite la différence. Pourquoi on n'a pas ça? Est-ce que c'est Deschamps aussi qui essaye tactiquement, il pose trop le jeu? Moi, je pense que je pense que c'est surtout dû à Didier Deschamps. Alors, on sait que c'est du football minimaliste, le football proposé par Didier Deschamps depuis qu'il est là, et puis ça a bien marché à l'équipe de France. Oui. Parce que quand justement t'affrontes des grosses équipes à partir des 8e ou quart de finale de Coupe du Monde, finalement c'est ce qui compte en vrai quand t'es un sélectionneur. C'est pas ces matchs du mois de novembre dont dans 2-3 ans, même avant, on se souviendra plus vraiment de leur déroulé, de leurs résultats. Donc je pense que c'est surtout dû au football minimaliste de Didier Deschamps. Pour revenir sur Michael Olise, moi je suis plutôt d'accord, c'est juste factuel en fait, il a pas été bon, et voilà, moi j'aurais quand même aimé que la lumière vienne de par lui. Finalement c'est venu par Christopher Nkunku. Mais aussi ce qu'il faut noter, c'est que j'ai pas trop compris moi le choix de Deschamps, mettre Florent Thauvin sur le côté droit alors qu'à Lens il est plus réaxé. Voilà, il joue dans le half space. Il y a aussi parfois ce schéma un peu de 3-4-3 à Lens aussi. Oui, donc il a un peu quand même à occuper le côté droit, mais il a cette liberté qu'il n'a peut-être pas en équipe de France. Et justement, moi je pense que j'aurais plutôt opté après, voilà. Je suis très humble, mais moi je pense que avec mon humble expérience sur IFC 26, tu peux me dire, Thauvin, je le mets à droite, tac, et je avec des champions. Moi, je notais aussi dans les choses que j'ai peut-être pas aimé, mais c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal avec Deschamps, c'est cette notion du coaching. Tactiquement, pendant un match où tu te dis, allez, il va faire rentrer un tel, et ben, il rentre 15 minutes plus tard. Et à un moment donné, où quand t'arrives et que tu dis à Ekitike, rentre à la 83e, non, enfin, pourquoi tu n'amorces pas tes coachings plus rapidement, plus facilement? Est-ce que vous ressentez aussi ça, ou je suis seul à le critiquer sur cette notion du timing et du coaching, de manière générale? Non, je suis d'accord avec toi. En plus, Ekitike, c'est pas 83e, c'est 89e. Ah, pardon, oui, j'avais oublié. Ça sert plus à rien, de faire rentrer un attaquant, en fin de match. En plus, autant tu fais rentrer un attaquant, quand le score vient de changer. Ok, mais le score, il était en place depuis, au moins 20 minutes. Donc faire sortir Mateta juste avant le temps additionnel, ça ne servait à rien. Mais bon, là c'est un changement, mais effectivement à la longue c'est peu compréhensible, sachant que t'avais quand même
pas mal de joueurs sur le banc qui pouvaient rentrer Oui. et qui pouvaient apporter de la qualité. Marcus Thuram a été annoncé par les commentateurs TF1 en train de s'échauffer au même titre qu'Akliouche que d'autres et finalement parce qu'il y a ce but du 2-1 il hésite mais en fait pourquoi pas, enfin Mateta a beau avoir marqué, il a enduré pendant 70 minutes, c'était sa première titularisation, peut-être un peu de pression. Pourquoi le timing, pourquoi tu tardes, pourquoi tu créais pas aussi une nouvelle dynamique où tu as des mecs qui ont un peu plus de peps, peut-être que le premier pressing aurait été plus intensif et ainsi de suite en fait. Moi je me pose des questions mais c'est un peu aussi dans la nature de Deschamps, un peu calme, un peu tranquille, un peu trop posé peut-être aussi sur ses bases à lui. Je sais pas si je suis pas expert tactique, hein, je m'avance un peu peut-être. Je sais pas, j'ai envie de dire quand même, enfin c'est un match, alors oui ça reste un match à enjeu, c'est un match de préparation Coupe du Monde, mais il peut se permettre d'essayer des choses. Quand tu vois que tu as des joueurs jeunes de qualité qui sont aujourd'hui sur le banc parce qu'il y a des anciens qui sont aujourd'hui blessés, je trouve que c'est quand même intéressant et important de les faire jouer et pour essayer de renouveler et avoir voilà quelque chose de nouveau. Et je trouve que Deschamps, parfois il se trouve à réaction sur certains matchs où il voit que il y a certaines compositions, certains joueurs qui sont moins bons que d'autres et il met du temps à se rendre compte des choses et à faire les changements, changer la composition en conséquence. Peut-être que ça vient aussi avec ce que ça induit de porter le maillot de l'équipe de France. On est aussi, nous, très critiques. On l'est, là, par exemple, à l'instant. Peut-être que les joueurs se mettent aussi plus de pression et ne sont pas assez naturels. Michael Olise n'est peut-être pas aussi utilisé comme il l'est au Bayern, par exemple, puisque forcément, on fait un peu aussi la mimique sur des performances qui sont vues en club, mais avec des chants, avec les consignes, avec la composition. Il y a tellement de facteurs, et même certains on n'a pas idée. Je notais aussi, donc j'ai l'impression qu'on se rejoint au bain. On a aimé le temps de jeu donné à pas mal de monde et de voir aussi les différentes options qu'on a en France. Et on est quand même très heureux d'avoir ce vivier, j'ai l'impression. Oui. Aussi. Et puis on voit qu'ils se renouvellent. On a la Coupe du Monde du vin, on voit que les joueurs sont bons en ce moment. Donc oui, j'espère qu'ils vont savoir se profiter de ce renouvellement de jeunes joueurs qui arrivent et qui montrent qu'ils sont présents en fait, que ça fonctionne et qu'ils peuvent eux aussi réussir et jouer leurs cartes. Ouais, tout à fait. On a hâte de voir ça, même 2026, 2028, 2030. On sera toujours heureux, je pense, quand même, d'avoir ce vivier-là. Il est temps de mettre fin à ce débat, parce que je parlais beaucoup aussi sur la fin, j'en suis navré. On va marquer une seconde pause musicale, une petite interlude avant de finir cette émission en beauté. J'ai découvert, ça serait mentir. Quelqu'un m'a fait découvrir que Corentin Moutet rappait. Le tennisman, saviez-vous, un petit son qu'il a fait, un exemple ici parmi tant d'autres, hein, mais pour découvrir son talent sur 16 mesures avec Denis Shapovalov, le tennisman canadien. Ils ont fait un son, ça s'appelle Drip. Je vous laisse savourer, hein, et nous on se retrouve juste après pour le moment nordiste et les immanquables. Drip à l'instant sur Radio Campus, Corentin Moutet et Denis Shapovalov, les deux tennismen qui ont l'air pas si mauvais en rap, quoique ils sont peut-être meilleurs raquettes en main. On va finir cette émission tous ensemble du Campus Sport Club jusque minuit. Je vous rappelle que cette émission sera disponible en replay dès minuit sur campuslille.com pour écouter l'émission dans son intégralité et demain matin sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer. Ça ne change pas, et ce qui va changer dans un très court instant, c'est le lancement de la prochaine séquence, la prochaine chronique tout simplement, avec Aubin qui est sur le terrain pour le moment nordiste. Immersion sur le bord de pelouse de Coupe de France, c'est l'heure du moment nordiste sur le CSC. Aubin qui a profité ce week-end du beau temps dans le Nord pour aller sur les terrains de Coupe de France, 5e tour. C'était dans la région lilloise, c'est bien ça, Aubin ? Oui, c'est ça. Ce week-end, c'était le 5e tour de Coupe de France de football. Une coupe convoitée à la fois par les amateurs et les professionnels. On le sait maintenant un peu tous. Et donc, qui dit coupe dit également petits poussets et belles histoires. Donc, je me suis rendu au stade Raymond Kopa à Lille pour suivre la préparation de l'US Lille-Antillais. Il y a une équipe pensionnaire de 3e division de district. Ils ont affronté dimanche dernier Long-Plage, un club de Régional 2, au budget et au niveau sur le papier largement supérieur au leur. 5 divisions d'écart, un budget 50 fois supérieur pour le favori. Le match semble joué d'avance. Alors, un match plié d'avance pour l'équipe visiteur? Eh bien, j'en suis pas si sûr. L'une des plus petites équipes encore en compétition compte bien jouer leurs cartes lors de cette rencontre. J'ai rencontré lors de cette préparation Mehdi, gardien emblématique de l'équipe. Il ne se laisse pas impressionner par la hauteur de l'événement.
Plaisir, on n'est pas au niveau des fous, on n'est pas payé. Ça reste vraiment du plaisir. Il y aura nos familles, il y aura nos amis, des enfants sur le côté. Donc normalement, on a l'avantage pour créer, on va dire, l'exploit. Mais comme on est le petit poussé, on n'a rien à perdre. Quand même, c'est une grosse équipe en face. Donc on s'attend vraiment à ce que ça soit dur. Mais on lâche pas. On est là, on y croit. C'est 11 humains contre 11 humains. Jour du match, les joueurs ont le visage fermé, concentrés. Christophe, coach du club depuis plusieurs années, donne ses premières consignes aux joueurs dans les vestiaires et fait appel au sentiment pour motiver l'équipe. La chose d'aujourd'hui qui va être capitale, messieurs, ça va être simplement que le jeu soit au-dessus de l'enjeu. On n'a rien à prouver, on n'a rien à perdre. Des moments comme aujourd'hui, d'être dans un vestiaire sur un 5e tour de Coupe de France, ça arrive pas tous les week-ends, hein. Ça arrive pas toutes les saisons non plus, hein. Aujourd'hui, on joue au foot. On fait un sport qu'on aime. Un sport pour lequel on se passionne, pour lequel on fait des concessions. On laisse les enfants à la maison, nos femmes à la maison, pour vivre ces moments-là, tous ensemble. Le ton est donné, toute l'équipe est boostée avant ce match. Je décide donc d'aller voir les supporters, nombreux, venus encourager leur équipe favorite. Chauvin, réaliste ou optimiste, 2-0, 1-0, 3-2, leurs pronostics restent tous unanimes, ils se qualifieront pour le 7e tour. Maintenant, place au match, les deux équipes se livrent une confrontation sérieuse avec énormément d'engagement des deux côtés. Les Lillois encaissent le premier but sur une frappe surpuissante en barre entrante de la part d'un des Lounois. Tout au long du match, les Lillois poussent pour tenter de revenir au score. Vient alors la 60e minute où les cœurs des joueurs et supporters s'emballent. Ayoub, l'un des milieux offensifs du club, trouve le pied de Bilal, le jeune buteur lillois, qui arme un piqué droit et envoie le ballon au fond des filets. Les supporters exultent, la magie Coupe de France fait effet. Nous sommes désormais à quelques minutes de la fin de ce match, toujours un partout. Au tableau d'affichage, Loun Plage met la pression sur la défense lilloise, mais ne parvient pas à tuer la rencontre. Les deux formations doivent se départager lors d'une séance de tir au but. Malheureusement, cette séance ne tourne pas en faveur de l'île antillais. Le gardien adverse arrête deux frappes, deux erreurs qui leur sont fatales. L'US Lille Antillais est éliminé avec les honneurs de la Coupe de France après avoir fait trembler cette équipe largement favorite sur le papier. Le président du club, Jean-Charles Daniel, reste tout de même très fier du parcours de ses joueurs. Je suis très fier de mes joueurs. Ils ont joué le match qu'il fallait. C'est vraiment dommage qu'on est arrivé à un score qui est vraiment pas, je vais pas dire désolant, mais c'est la loi du football. Je pense qu'ils avaient peur, qu'ils attendaient pas que nous, on était à ce niveau. On s'est battu comme on dit chez nous, on s'est battu comme des chiens. Quant aux supporters et joueurs, ils attendent de leur côté avec impatience la prochaine édition pour réitérer l'exploit. On en a eu une franchie la mise, on espérait le deuxième. Ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, franchement. En plus, on peut remercier aussi tous les supporters qui nous ont accompagnés. Mais franchement, on y a cru, c'est pas venu, c'est pas grave. Franchement, ça reste une belle journée et une belle fête. La prestation de l'équipe a été exceptionnelle. Ouais, on est sorti la tête haute, on a joué en équipe, on n'a rien lâché, on a marqué un but, on est revenu. On a bien défendu, ça va, on a montré un bon visage. Pour ma part, j'ai pas vu d'écart de niveau sur le terrain. Je trouve manque de chance. Ouais, mais c'est pas grave, ça arrive, l'année prochaine. Mais d'ici là, on espère que l'US Lille Antillais s'imposera sur la pelouse de Saint-Gain-en-Oued, dimanche prochain dans le cadre de leur 4e journée de Détroit. Merci Aubin pour ce sympathique récit. Les autres, là, vous avez aimé, vous êtes laissé transporter par la Coupe de France? Bah ouais, c'est la magie Coupe de France. En plus, une Détroit, c'est quand même vraiment une toute petite équipe, quoi. Je crois que c'est peut-être l'avant-dernier. Je crois que c'est en dessous d'une D2 et c'est au-dessus d'une D4. c'est dire le niveau, C'est de l'analyse, ça. C'est pas mal. Hein. Mais c'est vrai que des D3 qui vont aussi loin, c'est très rare. Là où des régionales, qu'ils aillent au 6e, 7e tour, c'est commun. Une D5 qui passe 4 tours. Non, c'était 5e ou 6e? C'est 5e tour. C'est 5e tour. Ouais, non, donc c'est beau, c'est déjà pas mal et ça fait toujours plaisir de voir des petits clubs comme ça avec une histoire forcément pas. Enfin, du coup, je sais pas, peut-être que t'as demandé l'US Lille Antillais, en fait, c'est la naissance du club. Ah bah ce club c'est un club communautaire comme on dit, c'est les Antillais. Alors aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'Antillais dans ce club, mais voilà, on ressent dans ce club une certaine un aspect famille qui est très 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 fort dans ce club. Tout le monde se connaît, voilà, communautaire, identitaire, voilà. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie et en fait tout le monde est vraiment amis ensemble. On sent vraiment que même avec la défaite, tout le monde est content, tout le monde partage un beau moment en fait autour du stade et voilà, on a senti vraiment une très bonne ambiance. Super, merci Aubin. En tout cas, on va vite aborder ces immanquables avec Raph qui attend impatient depuis tout à l'heure. Petit jingle et on finit avec le calendrier.
Foot, basket, rugby. Pour savoir quoi regarder de cette semaine chargée, restez branchés sur le CSC. Et comment ça, Raph, il n'y a pas de football pour démarrer cette chronique? Et oui, fait assez inhabituel ici. Je vais commencer avec du basket, car demain soir aura lieu la 4e journée d'Euroleague, avec notamment l'Asvel qui se déplacera en Grèce au Panathinaikos à 20h15, tandis que Monaco recevra Bologne à 20h30. Toutes les rencontres d'Euroleague sont à suivre sur la plateforme Squeak. Pour ce qui est du championnat de France, on a 2 chocs à venir. L'Asvel, premier, qui recevra justement Monaco à 19h dimanche. Et le derby nordiste entre Saint-Quentin et Gravelines Dunkerque, vendredi à 20h30. La Betclic Elite est à retrouver sur DAZN. On y retourne en football. La France est qualifiée en demi-finale de la Coupe du Monde U20, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle affrontera le Maroc du Dunkerquois Gessim Yassine, mercredi à 22h. Quel que soit le résultat, les 2 nations resteront au Chili pour y jouer la petite finale, ou la finale, selon les résultats du coup, samedi et dimanche. Le tout est retransmis sur l'équipe live. Qui dit fin de la trêve internationale dit retour de notre Ligue 1 formidable. Ce vendredi, le PSG toujours en tête reçoit à 20h45 Strasbourg, qui colle à 1 point derrière le club francilien. Également dans la course à la première place, l'OM affrontera Le Havre samedi à 21h au Vélodrome. Pour ce qui est des clubs du Nord, Lens accueillera le promu Paris FC dimanche à 15h, alors que Lille se déplacera à Nantes en prime time. Ces 4 matchs seront diffusés sur Ligue 1+. On reste toujours sur du terrain vert, mais on change de sport. L'Ovalie. Et oui, parce que on aura un gros choc entre Pau, leader du top 14, qui accueillera le triple champion en titre Toulouse. La rencontre sera retransmise samedi à 21h sur Canal+. Plus bas dans le classement, Perpignan, toujours à 0 points, tentera d'inverser la tendance face à Bordeaux samedi à 16h35 sur Canal. Un autre sport également chez Canal, la Formule 1, qui posera ses valises aux États-Unis pour la 18e course de la saison. Les pilotes se retrouveront sur le circuit d'Austin avec la course sprint samedi à 19h sur Canal+ Sport et la course principale le lendemain à 21h, cette fois-ci sur Canal+ Sport 360. Ping-pong, on change de sport là. Oui, on passe au tennis de table où l'équipe de France est engagée cette semaine pour les championnats d'Europe par équipe en Croatie. Si les féminines ont été éliminées en phase de poule, les frères Lebrun et Simon Gauzy sont toujours en lice pour les 8e de finale. Les matchs sont à voir gratuitement sur l'équipe et la finale a lieu dimanche à 17h et on pourrait bien voir la France gagner un trophée qu'elle n'a plus remporté depuis 1998. Ça commence à dater tout ça et on finira avec du 2 roues puisque ce n'est toujours pas terminé côté saison pro. Et c'est ça puisque on a cette semaine le dernier tour comptant pour l'UCI World Tour, le tour de Guangxi en Chine. Pour cette ultime de l'année 2025, il faut se lever tôt puisque les étapes commencent à 5h du matin sur Eurosport. Mais ça vaut le coup puisque le Français Paul Magnier a terminé premier de l'étape du jour et pourrait bien continuer sur cette lancée. Oui, il est excellemment fort en cette fin de saison, le petit Paul Magnier et surtout Raphaël qui a été très très bon. Merci pour ces immanquables express. Il est l'heure d'aborder la dernière minute. On va pouvoir faire nos petits adieux ce soir. Merci à mes très chers chroniqueurs du soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été Raph, il connaît, donc je lui pose pas la question. Mais Aubin, Thibaut et Malo, ça a été de votre côté? Ouais, moi très bien. Je passais une très belle émission. Très content d'avoir découvert ce format et hâte de revenir quoi. Allez, je signe. Bah ouais, ça s'est bien passé. Hormis la toux qui a un peu. Ça s'est pas entendu. Je pense. Auditeur auditrice, ça ne s'est pas entendu. Mais c'est vrai que non, sinon j'ai bien aimé le format, ça a beaucoup d'interactions et bah j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que je reviendrai. Mais ça dépend de toi, Adrien. Ouais, bah évidemment. Et pour toi, Ben? Ouais, moi je partage un petit peu la même idée que tous les autres. J'ai bien aimé ce moment, c'était sympa, on a pu discuter de sport. Ça me permet aussi de me remettre à la page au niveau sport parce que moi il y a les cours à côté, donc voilà, c'est très bon moment. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4. Je vous laisse, portez-vous bien. Ciao tout le monde.